Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce 262e rapport de situation sur le Donbass, le premier de l'année 2022, nous sommes le 8 janvier, ce sera donc le premier site rep, nouvelle mouture, comme vous allez le voir, j'ai un petit peu amélioré le format, entre autres le découpage de la vidéo, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, j'écouterai un petit peu ce que vous avez à dire si vous avez des critiques à formuler sur ce nouveau format. Ce site rep va parler principalement de l'évolution de la situation militaire, l'évolution de la situation en Ukraine et surtout de l'évolution de la situation au Kazakhstan, puisque la Russie, via l'organisation du traité de sécurité collective, s'est retrouvée à devoir intervenir au milieu des émeutes au Kazakhstan, et donc je vais en parler puisque nous faisons partie du monde russe, donc cela nous concerne aussi. On va commencer par la situation militaire. Sur le plan militaire, du 1er au 7 janvier, il y a eu une seule violation du cessez-le-feu de la part de l'armée ukrainienne en RPD. Bon, je m'y attendais, je veux dire, c'est les congés tant ici qu'en Ukraine, donc c'est plutôt calme. Voilà, on a eu le nouvel an, là on a eu Noël cette semaine, puisque oui, Noël orthodoxe on le fête avec 2 semaines de retard par rapport aux catholiques, etc. Donc nous on l'a eu seulement cette semaine. Donc ça m'étonne pas du tout que ça soit resté relativement calme, on va voir comment ça va évoluer par après. Bon, par contre, l'armée ukrainienne continue de violer un autre point des accords de Minsk, qui est le retrait des armes lourdes, puisque cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 10 pièces d'armement lourd près de la ligne de front. On a eu un système de défense anti-aérien Zhuzhka, 5 véhicules de transport de troupes blindés type BTR et 4 véhicules de combat d'infanterie type BMP. Mais en plus de tout cela, les services de renseignement de la RPD ont détecté 6 mortiers Vassiliok de 82 mm en gare de Druchkovka, donc très certainement qui vont être déployés sur le front dans pas longtemps. Donc ça nous fait quand même 16 armes lourdes qui sont dans la zone du Donbass côté ukrainien en violation des accords de Minsk. Pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a brouillé les signaux des drones de l'OSCE, je vous montre comme d'habitude la petite carte. Bon, ils ne se sont pas déchaînés, on n'est pas au maximum. En République populaire de Lugansk, par contre, information assez mauvaise, puisque la milice populaire a rapporté qu'un bataillon nationaliste, alors semble-t-il c'est secteur droit, je vais vous expliquer pourquoi après, s'est emparé d'une école dans le village de Valuiskoye. Donc c'est un village, comme vous le voyez sur la carte, qui est situé près de Stanitsa Luganskaya, près de la ligne de front, au nord-est de Lugansk. Alors c'est une école qui fonctionne, c'est-à-dire c'est une école qui, là jusqu'au congé de fin d'année, il y avait des cours. Voilà, c'est pas une école complètement détruite comme celle qu'il y a par exemple à Zaïtsevo. Non, c'est une école qui fonctionne. Donc là, les nationalistes ukrainiens, enfin les néo-nazis, parce que le secteur droit c'est les néo-nazis, ont pris l'école, ils y ont installé leur quartier général et ils ont même installé des positions de tir dans les classes. Comment dire ? Je rappelle, ceci est une violation du droit international. C'est interdit d'utiliser des infrastructures civiles pour installer des quartiers généraux militaires, en plus des écoles, utiliser des classes comme position de tir. Donc si on répond, on va démolir l'école et puis ils vont hurler à la violation de la Convention de Genève, etc. Bien entendu. Alors pourquoi je dis que c'est très certainement secteur droit, c'est parce que peu de temps après cette mainmise sur l'école, une vidéo filmée par la milice populaire de la RPL, des positions qui sont côté ukrainien, ont montré que le drapeau de secteur droit était apparu aux côtés du drapeau ukrainien sur les positions près de ce même village. Donc il y a de bonnes chances que ce soit les mêmes, si tu veux. Il y a de bonnes chances que ce soit eux qui se soient aussi emparés de l'école. Le problème c'est que déjà comme je dis, ça sent la provocation à plein pif, et puis en plus c'est utiliser les civils comme bouclier humain, parce que l'école elle est quand même entourée de maisons, je veux dire elle est au beau milieu d'une zone résidentielle, donc s'ils nous tirent dessus et qu'on répond, faut pas se louper, parce que sinon t'as le risque que ça tombe sur une maison à côté, enfin vous voyez le truc, c'est bien, non,
tout va bien, tout est normal. Je suis sûre que l'OSE va faire comme s'ils n'avaient rien vu. Hein, voilà. Et secteur droit d'ailleurs toujours, là par contre en RPD, on les a repérés à Marinka, hein, donc, qui est en face du district de Petrovski, de Donetsk et d'Alexandrovka, donc dans la zone de responsabilité de la 54e brigade des forces armées ukrainiennes. Bon, quand on commence à les voir arriver dans ce genre de zone, on se dit que il va y avoir des provocations et un regain de tension évident, hein, parce que bon, je pense qu'ils vont pas se gêner. Donc il faut s'attendre malheureusement à de nouveaux tirs contre Alexandrovka ou contre le district de Petrovski à Donetsk suite à leur arrivée. Donc situation à suivre. Et on va parler maintenant économie. Alors on a deux nouvelles concernant l'économie en RPD mais aussi en RPL. On va commencer par la RPD, puisque l'usine métallurgique Zujewski, qui est située à Zougrès, a annoncé qu'elle va acheter cette année 5 fours à arc électrique hein, pour produire de l'acier. Elle va le faire avec l'aide du Fonds de développement industriel qui avait été annoncé par Denis Pouchiline et dont je vous avais parlé lors du dernier CITREP, si mes souvenirs sont exacts. Actuellement, ils n'ont que deux petits fours qui sont en activité dans l'usine, un de 5 et un de 3 tonnes qui avait été relancé l'an passé. Hein, ils avaient subi des réparations et ça avait permis de relancer la fonderie et de réemployer 40 personnes parce que bon, cette usine ne fonctionnait plus depuis le début de la guerre. Elle s'est pris des tirs hein, quand même hein, pendant le début du conflit. Elle avait été endommagée. Donc là, sur ces deux petits fours, ça permet pas de faire grand chose. Donc là, sur les 5 fours que l'usine va acheter, il y en aura 2 fours de 6 tonnes et 2 et 3 de 12 tonnes. Donc ça va vraiment permettre de relancer l'usine de manière correcte. Ça permettra d'employer 200 personnes sur ces fours. Il prévoit de pouvoir donner un salaire moyen entre 30 000 et 40 000 roubles par mois. Avant la guerre, cette usine employait 5 500 personnes. Hein. Donc vous voyez, on a encore de la marge. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. On commence à bien relancer l'économie. Ça sera vraiment... je pense une bonne chose quand elle pourra refonctionner à plein régime comme avant la guerre. Et justement, c'est la deuxième nouvelle économique, c'est que les sociétés qui avaient été reprises par l'homme d'affaires Evgeny Yurchenko, dont je vous avais parlé, qui avait participé au forum d'intégration économique Russie-Donbass, vont pouvoir, semble-t-il, relancer leur plein potentiel de production cette année déjà. Hein, donc je vous avais déjà parlé du fait qu'il avait payé toutes les dettes de salaire rubis sur l'ongle, qu'il avait vraiment déjà même fait des augmentations, entre autres dans le secteur métallurgique, et que son objectif était, dès cette année, l'année prochaine, d'arriver à des niveaux de salaire qui soient équivalents à ceux de la région de Rostov. Ça, c'était l'objectif. Et donc, le but pour ça, ça va être de relancer vraiment la production à plein régime de ces usines, c'est-à-dire de les faire tourner comme elles tournaient avant la guerre, quoi. Cette nouvelle a été annoncée par la société mère, hein, UGMK, qui a donc annoncé que les sociétés du groupe métallurgique, hein, de la holding, devraient retrouver leur niveau de production d'avant-guerre dès cette année. Ils sont déjà en train de mener la révision, réparation ou le renouvellement des machines qui sont actuellement plus en état, soit parce que tout simplement du temps de l'Ukraine ils entretenaient rien et que tout est tombé en ruine, soit à cause des tirs et des bombardements qui ont endommagé le matériel. Hein. Bon, vous avez pu voir entre autres quand il y a eu le bombardement Yassino-Vataya que l'usine elle a quand même bien morflé, hein, quelques obus et vous avez déjà des ateliers entièrement détruits. Donc là, depuis la reprise par Yurchenko l'an passé, ces usines ont déjà commencé à augmenter leur production, ce qui avait permis la hausse des salaires. Celles qui étaient à l'arrêt ont été relancées. Il a aussi mis en place toute une coopération entre les différentes sociétés de sa holding, tant en RPD qu'en RPL, hein, parce qu'il a aussi une société en RPL, ce qui va permettre non seulement d'augmenter la quantité mais aussi la qualité des produits. Donc ça avance bien.
ça avance bien, leur développement économique des républiques, ça c'est une très bonne chose. Donc ça, je vais essayer de vous tenir informé au fur et à mesure qu'on a, on va dire, des chiffres ou des informations sur la reprise économique des deux républiques populaires. Puisque bon, bah, ça semble que cette année, ça va être, on va dire, le thème majeur, sauf reprise de la guerre, mais pour l'instant, ça semble être, on va dire, l'objectif majeur que se sont fixés les autorités. Et on va passer à la grosse news de la semaine, qui a bien sûr été la situation au Kazakhstan. Situation au Kazakhstan, donc qui a totalement dégénéré. Donc il faut savoir que depuis le 1er janvier, en fait, le prix du gaz pour alimenter les voitures a doublé au Kazakhstan. Parce qu'en fait, avant, c'était un prix fixé par l'État. Depuis que c'est Tokayev qui est le président du pays, ils avaient décidé qu'ils allaient faire une transition progressive pour lâcher un peu le truc, que l'État ne s'en mêle plus, mais en fait le progressif n'a pas été progressif du tout, c'est-à-dire que du 31 décembre au 1er janvier, donc le prix a fait x2, et comme beaucoup de gens ont des voitures qui fonctionnent au gaz, forcément ça a gueulé, hein. Je veux dire, quand tu vois ta facture à la station essence qui fait x2, bon bah forcément ça râle. Donc il y a eu au départ des manifestations qui étaient pacifiques, avec des arguments qui étaient principalement tournés sur le côté économique, entre autres l'inflation, le prix du gaz, etc. Donc c'était des choses tout à fait légitimes. Et en 24 heures, c'est parti complètement en sucette. Entre autres principalement à Almaty, hein, qui est donc la ville importante du pays, mais qui n'est pas la capitale. Là, ça s'est transformé complètement en émeute. Et quand je dis des émeutes, c'est vraiment des émeutes. Hein. Les gars ont pris d'assaut des bâtiments administratifs, ils y ont foutu le feu, ils ont pris d'assaut, ils avaient capturé l'aéroport, ils ont pillé des magasins, mis le feu un peu partout. Je vous montre une photo qui, je pense, résume bien l'état de la ville le lendemain. Certains soldats et policiers sont passés du côté des émeutiers. D'autres se sont fait tabasser par eux. Il y a des vidéos où on les voit se faire tabasser par une foule d'émeutiers. Certains se sont fait tuer, certains se sont fait tirer dessus, d'autres ont été purement et simplement décapités. On a retrouvé les corps de plusieurs membres des forces de l'ordre kazakhs décapités façon État islamique ou autre organisation terroriste islamiste du même genre. Il y a eu pas mal de victimes parmi les émeutiers lors d'une tentative de prendre le bâtiment central de la police à Almaty. Là, les policiers se sont défendus et donc ils ont fait, d'après leur dire, des dizaines de morts parmi les émeutiers. Il y aurait plus de 1000 blessés, dont plusieurs centaines hospitalisés. Il y a beaucoup de morts parmi les membres des forces de sécurité, donc police, garde nationale, armée, etc. Donc bon, pour l'instant, le bilan évolue sans arrêt, donc ça sert à rien que je vous donne des chiffres pour l'instant. Résultat, bon, vu que ça dégénérait totalement et que ça devenait hors de contrôle, Tokayev a fait appel à l'OTSC, hein, donc Organisation du Traité de Sécurité Collective, dont font partie entre autres la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan et donc le Kazakhstan. Il leur a demandé d'envoyer des forces de maintien de la paix. Alors, ces forces de maintien de la paix, leur but, c'est pas de réprimer les émeutes, hein, c'est juste de garder les sites stratégiques, genre Baïkonour, par exemple, les ambassades, les industries majeures et super importantes, genre celle qui extrait l'uranium, parce que oui, le Kazakhstan a des mines d'uranium, etc. Donc pour éviter que les émeutiers s'en prennent à ces infrastructures vitales, centres de télécommunications, quartier général militaire, ce genre de choses. Pour que en fait l'armée kazakh puisse se libérer
pour aller s'occuper des émeutiers, ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Hein. Le déploiement a été extrêmement rapide, la décision d'ailleurs de l'organisation a été extrêmement rapide, ils ont répondu immédiatement oui, et dans les heures qui ont suivi, en fait, ça a commencé, c'est-à-dire entre autres les Russes et les Biélorusses ont été les premiers à arriver, c'est eux qui constituent le plus gros du contingent. Là les Arméniens viennent d'arriver, je crois qu'ils sont 200 les Arméniens, donc ça a été très 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 rapide, les avions russes sont partis très rapidement vers le Kazakhstan, et ça continue, hein, le déploiement est encore en train de se faire, parce que là on parle quand même de plusieurs milliers de soldats, hein, ça se fait pas en un coup de baguette magique, mais très très rapidement, en quelques heures, ils étaient déjà sur place, ils ont commencé déjà à se déployer. Ils ont entre autres pris le contrôle de plusieurs aéroports, celui de Nour-Sultan, celui d'Almaty, justement, hein, qui avait été pris d'assaut par les émeutiers. Ils ont pris, donc comme j'ai dit, Baïkonour déjà, centre de télécommunications, l'un des ports aussi, plusieurs bâtiments administratifs sont désormais sous leur surveillance, ainsi que, on va dire, la capitale et un certain nombre de villes dont ils supervisent en fait la sécurité. Comme je l'ai dit, les soldats kazakhs ont donc commencé le lancement de cette opération antiterroriste qui a été lancée par Tokayev, parce que bon, au vu de la façon dont ont été tués certains des membres des forces de sécurité, et puis surtout de l'implication, semble-t-il, manifeste d'éléments étrangers, hein, ils ont arrêté des gens qui venaient du Moyen-Orient, d'Afghanistan, etc., parmi les émeutiers. Donc ça semble signer qu'il y a eu une nouvelle tentative de déstabilisation organisée depuis l'extérieur ou l'intérieur, c'est pas très clair encore, on sait pas trop qui est réellement derrière. Il y en a qui parlent des Britanniques, d'autres des Turcs, peut-être des Turcs avec les Britanniques. Il y en a qui parlent d'une guerre de clans interne entre Tokayev et l'ancien président. Mais c'est assez étrange. On comprend pas trop qui a réellement voulu jouer avec qui dans cette histoire. En tout cas, ça a été l'occasion pour Tokayev de nettoyer, on va dire, un certain nombre de postes clés qui était détenu par des proches de l'ancien président, Nazarbayev. Nazarbayev lui-même a été retiré de sa fameuse fonction de président du Conseil de sécurité. Pour l'instant, Nazarbayev a l'air de se ranger derrière Tokayev en disant que il faut que les gens arrêtent ces émeutes violentes, etc. Donc on comprend pas trop, c'est un peu bizarre. En tout cas, on voit les États-Unis qui sont venus dire oui, on va surveiller que les forces de maintien de la paix russes respecteront les droits de l'homme au Kazakhstan. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Occupez-vous de vos fesses. On vous a rien demandé. Voilà. Le Kazakhstan n'a pas fait appel aux États-Unis pour l'aider. Ils ont fait appel à l'organisation du traité de sécurité collective. Voilà. Donc Russie, Biélorussie, Arménie, etc. Voilà. Donc occupez-vous de votre cul. Enfin, je veux dire, on vous a rien demandé. Voilà. Hein, parce que Blinken, là, qui a été sortir, oui, mais normalement, c'est du ressort du Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer des forces de maintien de la paix. Ben non. Non. L'OTSC a aussi cette prérogative, a d'ailleurs prévenu l'ONU du déploiement de cette force de maintien de la paix. Donc tout est dans les règles, occupez-vous de vos miches, c'est une demande d'aide formulée par un gouvernement légitime envers des pays alliés, c'est pas vos affaires. Voilà, donc occupez-vous de les vôtres, vous avez déjà bien assez à faire, voilà. Donc là, pour l'instant, il y a eu pas mal d'échanges de tirs entre les émeutiers et les forces de l'ordre à Almaty, donc il y en a pas mal qui se sont fait liquider, là, des émeutiers. Ils ont installé des blocs-postes un peu partout, autour de la capitale, mais aussi au niveau d'Almaty, c'est en train d'être mis en place. Résultat, ils ont arrêté plein de mecs avec un véritable arsenal dans la voiture. Ils ont trouvé des armes, des grenades, ils ont trouvé dans certaines voitures des, semble-t-il, butins de pillage. Parce que quand tu vois le matos, les quantités qui ont été volées, bon, voilà. Donc c'est en train d'évoluer, je pense, vers une stabilisation, mais voilà, faut quand même surveiller tout ça de très très près. Ça ressemble quand même, je pense, à une tentative de déstabilisation de la situation à l'Est, à la veille des fameuses négociations qui doivent s'ouvrir entre la Russie et les États-Unis concernant les fameuses lignes rouges, les fameuses exigences de sécurité que Moscou a déposées sur la table. Ça ressemble à une tentative
tentative ouais, d'occuper Moscou à l'est pour qu'elle oublie ce qu'elle a demandé à l'ouest, mais ça va pas marcher. Non, je vous le dis tout de suite, non. Ce sera pas efficace. Voilà, donc je surveillerai la situation et si je vois qu'il y a vraiment matière à refaire un article, je vous en parlerai. Et on va parler maintenant de l'évolution de la situation en Ukraine. Situation en Ukraine où la censure devient littéralement généralisée, puisque Zelensky a signé de nouvelles sanctions contre 3 sociétés de médias qui contiennent les médias qui avaient déjà été mis sous sanction, à savoir 112 Ukraine, News One et Zik, mais qui possèdent d'autres médias comme Ukrlife et Pershi Nezalezhny, qui avait été fondé par les journalistes des chaînes précédemment censurées. Donc ils s'étaient regroupés, ils avaient fait un nouveau média pour échapper à la censure. Et donc Zelensky a décidé de... Hop, tout le monde, on vous en met une deuxième couche. Il a aussi appelé à prendre des sanctions contre la chaîne Nash. Je vous avais dit que ça faisait un petit moment qu'elle était dans le collimateur des autorités. Et ben je pense que ça va plus trop tarder, parce que bon, quand le président appelle à prendre des sanctions contre... un média, je pense qu'il faudra pas très très longtemps au fameux Conseil national de sécurité et de défense nationale de l'Ukraine pour prendre les sanctions ad hoc qui seront signées par Zelensky le plus facilement du monde. Donc c'est bien le paysage médiatique ukrainien, on n'aura bientôt plus rien à envier à la Pravda soviétique, c'est génial. Et bon, si la censure se généralise, c'est parce que la situation du pays devient de plus en plus critique. Sur le plan de l'énergie, par exemple, là on a quand même l'ancien chef de Naftogaz, je rappelle donc compagnie ukrainienne du gaz, qui a annoncé publiquement que l'Ukraine pourrait devoir voler du gaz russe qui transite via leur territoire, si le pays n'arrive pas à en obtenir assez, parce que pas de sous, parce qu'ils disent, scénario optimiste, nous faudrait entre 2 et 6 milliards de dollars pour pouvoir acheter le gaz nécessaire, et que je sais pas où ils vont aller les trouver, et il a dit que bon bah en gros scénario pessimiste, si vraiment on a un hiver très froid et qu'ils n'arrivent pas à obtenir le gaz dont ils ont besoin, et ben ils vont devoir le voler, parce que bon les zones de stockage souterraines ukrainiennes sont remplies à peine un peu plus de 43%. Ce qui est un niveau record historiquement bas. C'est très 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 mauvais. Bon, je vous épargne le suspense, si l'Ukraine vole du gaz russe. Ça se finira avec Moscou qui ferme le robinet, et puis l'Allemagne qui va accélérer d'un seul coup la certification de Nord Stream 2, parce que Kiev aura montré qu'elle n'est pas un pays de transit fiable, ce qu'elle a déjà fait dans le passé, donc là s'il s'amuse à ça, ça sera la dernière fois. Puis bon, je parle du gaz, mais enfin le charbon c'est pas beaucoup mieux, parce que je vous avais dit la dernière fois que leur stock était vraiment très très bas aussi, et ils ont du mal à se fournir en charbon. Là entre autres ils sont en train de râler parce que ils hurlent au fait que la Russie bloque le transit de 660 000 tonnes de charbon qu'elle a acheté justement au Kazakhstan. Oui. Parce que je rappelle, la Russie, jusqu'à récemment, fournissait du charbon à l'Ukraine, mais ils ont dit, écoutez, on en a besoin en interne, donc voilà, terminé. Et là, ils sont en train de hurler parce que elle ne permet pas le transit via son réseau ferroviaire du charbon kazakh vers l'Ukraine. Mais ça, les mecs, fallait vous y attendre. À force de traiter la Russie de pays agresseur, faut pas venir chialer quand elle se comporte comme telle. Parce que si vous aviez réellement une guerre entre l'Ukraine et la Russie ne vous laisserait pas faire transiter via son territoire du charbon ou je sais pas quoi d'autre. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Non. Je veux dire, ce qui montre bien que vos histoires de guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est du gros pipeau. La situation est telle qu'un ancien ministre ukrainien de l'Intérieur a même déclaré que la situation pourrait conduire à un effondrement total du pays, et pour lui, l'Ukraine est au bord de l'explosion sociale. Voilà. Ouais. Et au niveau explosion sociale, je pense qu'ils sont bien lancés, parce que là, Zelensky a pris une mesure totalement impopulaire, en obligeant les femmes à s'enregistrer dans les registres militaires, c'est-à-dire à devoir s'enregistrer pour faire leur service.
Comment? En fait, ils ont élargi la liste des spécialités professionnelles qui requièrent un enregistrement sur ces fameux registres militaires. Maintenant, secrétaire, comptable, vétérinaire, kiné et même journaliste se retrouvent obligés de s'enregistrer. Résultat, des millions d'Ukrainiennes de 18 à 60 ans. T'imagines la mamie de 60 ans en train d'aller servir dans l'armée ukrainienne. Enfin, je vous laisse imaginer le truc. Voilà, même celles qui sont enceintes, même celles qui ont des enfants en bas âge, vont devoir aller s'inscrire dans les registres militaires en tant que réservistes. Et si elles ne le font pas, paf, amende. Bon, alors, face au tollé, le ministre ukrainien de la Défense a prétendu qu'elle ne serait pas obligée de servir ni de participer aux exercices militaires qui sont réservés aux réservistes et qu'elles le font que sur base volontaire, sauf que c'est faux, parce qu'en fait, ça ne serait vrai qu'en temps de paix. Sauf que depuis 2014 et la guerre dans le Donbass, l'Ukraine n'est pas en temps de paix. L'Ukraine est ce qu'ils appellent dans une période spéciale. Hein. Oui, c'est le petit nom que ça porte. C'est une loi martiale qui dit pas son nom. Ce qui a permis justement de lancer la conscription des hommes, déjà à la base. Hein, parce que l'Ukraine ne pouvait pas le faire en temps de paix. Donc il fallait qu'ils déclarent un temps de guerre sans déclarer un temps de guerre. Donc c'est pour ça qu'on a ce truc période spéciale. Mais résultat, les obligations que cela engendre pour les hommes deviennent aussi maintenant valides pour les femmes qui se retrouveront enregistrées sur ces registres militaires. Elles sont soumises aux mêmes obligations. Résultat des courses, ça passe très mal. J'ai publié dans l'article une petite vidéo d'une femme qui a dit qu'il était hors de question qu'elle aille se battre pour défendre les propriétés et les biens de Poroshenko ou de Zelensky, parce qu'elle a dit clairement, depuis qu'on a autorisé la vente des terres agricoles, il n'y a plus rien à défendre en Ukraine. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Elle a fini avec un doigt d'honneur. Hein. Elle a fait un doigt d'honneur à Zelensky et toute sa clique. Sur les réseaux sociaux, les gens se déchaînent. Contre Zelensky, contre sa femme aussi. Il y a des gens qui disent « Bon, c'est quand la photo de ta femme en gilet pare-balles dans la tranchée ?» Parce que ce serait bien de donner l'exemple. Si les gens s'en prennent comme ça à Zelensky et sa femme, c'est parce que ça passe assez mal de voir un président qui lui-même a refusé d'aller faire son service à 4 reprises en 2014-2015. Il a reçu quand même 4 appels à la conscription. Hein. Il s'est jamais présenté. Donc là, si tu veux le voir obliger les femmes ukrainiennes, y compris celles qui ont des enfants, à aller servir dans l'armée et à aller se servir de chair à canon, si tu veux, ça passe très mal. Ça, il se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Bon, des députés de son parti ont compris que là, ça sentait quand même mauvais. Ils se sont dit qu'il fallait faire un petit rétropédalage. Ils ont soumis un projet de loi disant que cet enregistrement serait volontaire et pas du tout obligatoire. Bon, c'est une tentative, pas trop con d'essayer d'arranger le schmilblick, mais pendant qu'eux essayent d'éteindre l'incendie, on a eu quand même un politologue, Alexandre Kochetkov, qui a jeté lui de l'huile sur le feu, en proposant carrément d'envoyer non seulement les femmes, mais aussi les gosses, hein, les adolescents, se battre contre l'armée russe si nécessaire. Voilà, le Volksturm, sauce ukrainienne... Les mecs, ouvrez un livre d'histoire. D'accord ? Le Volksturm n'a pas sauvé le Troisième Reich. Ça vous sauvera pas non plus. Et la seule chose que vous allez réussir à faire avec ça, c'est d'accélérer l'extermination de votre population. Si la plupart des pays dans le monde ne rendent pas obligatoire le service militaire pour les femmes et ont beaucoup de réticence d'ailleurs à les envoyer dans les zones de combat, etc., même quand elles servent, c'est pour une bonne raison. Hein. Je veux dire, c'est pas juste de la misogynie ou du machisme, c'est tes femmes, c'est ton avenir démographique. Si tu les envoies se faire exterminer, tu vas avoir un gros problème. Voilà, donc quand tu vois un pays qui a quand même, si on prend pas les chiffres officiels, mais les chiffres réels, à peu près encore 37 millions d'habitants, donc normalement, ils sont en capacité de lever une armée d'hommes suffisante. Je veux dire, c'est pas un petit pays comme la Norvège ou Israël qui ont à peine quelques millions de personnes. Je veux dire, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc normalement, il y a assez d'hommes en Ukraine pour remplir les effectifs de l'armée en cas de nécessité de défense.
Donc quand tu en es rendu à devoir obliger les femmes à aller se faire trouer la peau, c'est qu'il y a un très gros problème. Il y a un très gros problème dans ton pays, là. Et là, faut s'en occuper parce que... Non, aller envoyer les femmes se faire dézinguer, c'est pas la solution. Du tout. Voilà. Et on va passer maintenant au... Pendant ce temps-là à Kiev. Et cette semaine, j'ai 2 pendant ce temps à Kiev, hein, pour rattraper le fait que je n'en avais pas la dernière fois. On commence avec Volodymyr Zelensky qui a complètement craqué son slip pour son discours du Nouvel An. Puisqu'il y a promis qu'en 2022, donc cette année, les forces armées ukrainiennes pourront prendre des photos d'elles en Crimée, à Donetsk ou à Lugansk. Fallait oser. Oui, il fallait oser, oui. Donc il a promis que cette année, Kiev allait fournir des appartements à tous les soldats qui ont participé à la guerre dans le Donbass et qui pourront y mettre des photos de leurs frères d'armes et entre autres des photos prises dans les régions de Crimée, de Donetsk ou de Lugansk. Le mec, il a complètement craqué, il a fumé son slip ou quoi. Soit il a abusé de la coke, alors je dis ça parce que il y a plusieurs vidéos qui sont sorties qui le montrent en train de se tripoter le nez toutes les 2 secondes, ou des vidéos où il a un air complètement halluciné. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il a un petit peu forcé sur la neige, si tu veux, sur la poudreuse. Parce que non, là, faut être complètement perché pour oser sortir que cette année, tes soldats pourront se prendre en photo en Crimée. Juste essaye, remarque, juste essaye. C'est juste de reprendre la Crimée ou les territoires de la RPD et de la RPL. Je te promets que c'est les soldats russes qui pourront là se faire des selfies à Odessa ou à Kherson. Et qui prendront des jolies photos des prisonniers de guerre ukrainiens. Il en tient une bonne couche quand même, Il en tient une bonne couche, là. Rayon promesse, faut oser. D'ailleurs, il y a plusieurs analystes qui ont dit que son discours du Nouvel An sentait la guerre à 2 km, donc ça pue. Donc ça, je vous dis, cette année, il y a quand même toujours un petit risque, quand même. Autre gros délire, le deuxième, alors c'est celui de la vidéo de la chaîne YouTube indienne Crux, qui en fait appartient à CNN, et qui a elle-même repris le délire de l'inénarrable David Axe. Oui, le gars de chez Forbes, vous savez, le pseudo-expert militaire là, qui nous expliquait que la Russie avait à peine 300 chars d'assaut de plus que l'Ukraine, que ses chars auraient du mal à franchir les tranchées, etc., etc. Eh ben c'est encore lui. Et il nous a sorti une nouvelle connerie. Oui, il nous a sorti un article qui a donc été repris en vidéo par cette chaîne Crux, où il dit que faut s'inquiéter parce que potentiellement la Russie pourrait attaquer l'Ukraine, et la preuve c'est que la Russie a envoyé des engins BAT-2, donc des engins du génie militaire, près de la frontière avec le Donbass. Alors je vous montre une petite photo du machin. Donc c'est une énorme pelleteuse militaire blindée, quoi. C'est en gros ça le truc, voilà. Donc c'est effectivement un engin qui peut te tracer une route à travers champs très rapidement. Et donc on a dans cet article un David Axe sous kétamine, oui, non, parce que vous allez comprendre pourquoi, qui nous sort que ce type d'engin serait nécessaire pour attaquer l'Ukraine via le Donbass, pour tracer des routes, parce que je cite, tenez-vous bien, le Donbass est un patchwork de forêts de pins et de sites industriels en ruine, reliés par des routes négligées depuis longtemps, ce qui complique la mobilité. Où est-ce que t'as vu des forêts de pins infranchissables dans le Donbass, mon gars? David, t'as fumé quelle drogue? Allô? David, les paysages ici, c'est de la steppe, les paysages ici, ça ressemble à ça. Ou à ça. Ou à ça, voilà, le seul truc un peu infranchissable qu'il y a ici, c'est des terricones, c'est les tas de remblais venant des mines de charbon. Mais c'est pas les Ardennes ici, mon gars, y a pas de forêt de pins dans le Donbass.
Mais pas du tout. Je sais pas ce que t'as filmé, ça fait rire tout le monde ici, hein. Ce petit délire, ça fait rigoler tout le monde. Là, non, là, les collègues journalistes locaux, là, ils sont en train de se pisser de rire dessus en lisant tes conneries. Des forêts de pins infranchissables dans le Donbass. Vous avez craqué complètement, quoi. Et c'est ça, votre expert militaire chez Forbes? Ah ben, mon Dieu, hein. Ah, bon, on passera vite fait sur l'état des routes. Bon, je dirais pas que les routes chez nous sont nickel, mais enfin, bon, les principales, elles sont quand même bien réparées régulièrement, hein, je veux dire, de la frontière russe jusqu'à Donetsk, tu es sur une autoroute, c'est du velours, hein, je veux dire, t'as pas besoin d'un BAT2 pour déblayer une route en passant à travers champs, hein, non, il n'y a pas besoin, hein. Donc, non, je sais pas ce que t'as craqué, mon pauvre garçon, mais... Oh, en plus, il s'est complètement excité à un moment, ça a d'ailleurs été repris dans la vidéo. Comme quoi, oui, puis on a vu ces engins dans le Donbass en 2015 et en 2019. Oui, c'est normal, c'est un engin soviétique, en fait. Oui, il y en a même en dotation dans l'armée ukrainienne. Ce qui explique pourquoi on en a. On les a piqués à l'armée ukrainienne. C'est pas des BAT2 russes, c'est des BAT2 soviétiques ukrainiens. Bonjour le niveau d'analyse du mec. Bon, vu qu'il a l'air d'avoir un bon fournisseur de drogue, je lui recommande de se reconvertir dans cette filière-là, hein, plutôt que de continuer à se prétendre être un expert militaire, parce que... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Des forêts de pins infranchissables dans le Donbass. Oh mon Dieu. Bref, non, c'est du grand n'importe quoi. Petites infos comme ça en passant. Bon, ben, Poroshenko est officiellement recherché, hein, en Ukraine, puisqu'il n'est pas revenu pour répondre de son crime de haute trahison. Ses biens ont été saisis. Donc, ça sent le règlement de compte à OK Corral. Je vous encourage aussi à aller lire un article de Dmitri Orlov sur l'effondrement des États-Unis en 2022, qui est très intéressante, analyse très bien faite de Dmitri Orlov. Je vous mettrai le lien dans le sommaire du site REP. Allez le lire, ça vaut vraiment le coup, c'est un très bon article, c'est du 100% Dmitri Orlov, à lire absolument. Donc voilà, situation à suivre. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même toujours un risque que ça dégénère, même si c'est très calme pour l'instant. Parce que quand je vois Zelensky qui promet à ses soldats qu'ils vont pouvoir se prendre en photo en Crimée et à Donetsk ou Lugansk, enfin, soit le mec il avait abusé de la blanche avant de faire son discours, soit il a une idée en tête. Vu la censure qui est massive et le fait qu'ils sont en train d'enrôler les femmes de force, ça sent quand même une reprise du conflit, ou en tout cas des provocations assez importantes pour pousser la Russie à intervenir. On va voir comment vont se passer surtout les négociations entre Moscou et Washington concernant les exigences de la Russie. Comme l'a dit d'ailleurs Dmitri Orlov dans son article, des États-Unis qui pensent qu'il s'agit d'une base de négociation n'ont rien compris, ce sont des lignes rouges à ne pas franchir. Et comme je pense qu'ils n'ont pas l'intention de se plier à ces exigences, il y en a déjà un certain nombre où ils ont dit non mais ça c'est inacceptable, etc. Donc je pense qu'ils n'ont pas piégé. Donc je pense que ça va se terminer à un moment par une intervention militaire. Quand, comment, je sais pas encore. Mais ça sent de plus en plus ça, quoi. Donc situation à suivre de près, on va voir ce que vont donner les fameuses discussions entre les deux superpuissances. Et donc bah, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation sur le Donbass. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des petites améliorations que j'ai apportées au format vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien.